Alors, comme à tous les mercredis, je suis en compagnie d'Éric Gourde, chef de contenu du journal La Voix du Sud en Bellechasse, le journal qui sort aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'Éric est là aujourd'hui. Aux 2 semaines, Michel. Ben oui. C'est pas beaucoup, 2 semaines, hein, parce que je regarde tous les sujets que tu as à nous jaser aujourd'hui. On a été productifs. Oui. Honnêtement, oui, on a été productifs. Ben, merci d'être là, Éric. Merci de l'invitation. La semaine dernière, il y avait des consultations ou des présentations. Je ne sais pas, tu trouveras peut-être le mot plus juste. Oui, consultation, c'est le terme que le gouvernement utilisait là, pour des consultations sur le 3e lien à Québec et à Lévis. Et tu es allé je suis allé à celle de Lévis, effectivement. Qu'est-ce que tu retiens, Éric? Je retiens que le gouvernement a quand même voulu être transparent, entre guillemets, ou a voulu démontrer de la transparence. Et qu'il y a eu de l'intérêt à Lévis. Il y avait beaucoup d'élus de Bellechasse, une bonne douzaine, sinon plus, d'élus de Bellechasse étaient là. Il y avait des gens d'un peu partout en Chaudière-Appalaches. J'ai vu des gens de Montmagny-Lillet, notamment. J'ai vu des gens de la Beauce également se présenter là. Et puis, c'était un endroit où les gens pouvaient poser des questions. Il y avait différents intervenants. Il y avait peut-être près d'une dizaine de kiosques sur des thématiques différentes. Et puis, tu pouvais t'adresser, poser des questions, etc. Et l'un de ceux qui a fait l'exercice au grand complet, c'est le préfet de la MRC de Bellechasse, M. Dion, qui est le maire d'Honfleur également. Et M. Dion est de ceux qui sont ressortis peut-être un peu sceptiques de cette visite-là. À l'effet que, à chaque kiosque où il se présentait, il y avait toujours des contraintes aux différents tracés. Il y avait toujours des contraintes, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau du territoire agricole, au niveau des schémas d'aménagement potentiellement, etc., etc. Il dit, à chaque fois que je me présentais à un kiosque, il y avait toujours une contrainte quelque part. Alors, il se demandait si on n'était pas en train peut-être de nous dire que ce serait éventuellement trop compliqué de réaliser un 3e lien, et particulièrement à l'Est. Une 3e fois? Oui, particulièrement à l'Est aussi, parce que c'est le souhait des gens de Bellechasse en grande majorité, les gens de l'Est du Québec en général souhaitent peut-être que ce soit l'option éventuellement choisie s'il y a un 3e lien un jour. Mais en tout cas, peut-être que M. Dion a été, je vous dirais, un peu plus critique dans sa façon de faire le tour de l'ensemble de l'œuvre que d'autres personnes, peut-être, qui sont allées simplement pour voir qu'est-ce qui se passait là. Il a été un peu plus curieux, et sa curiosité l'a amené à avoir une réflexion du genre. Les gens pourront lire ça dans notre journal qui sort ce matin. Là. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est encore loin de la pelletée de terre. Je dirais que oui, on est loin de la pelletée de terre. On devrait, en principe, avoir un tracé choisi, peut-être d'ici le début de l'été. Peut-être. Il a bien dit peut-être si. J'ai mis les deux dans la même phrase à part ça. Hein? J'ai remarqué. Oui. OK. Maintenant, je veux te parler du Massif du Sud. Oui. Le Massif du Sud a différents projets à réaliser au cours de l'été, certains mineurs, mais d'autres un peu plus majeurs. Et l'un de ces projets majeurs-là, c'est la réfection d'une tour d'observation sur le sommet le plus élevé du parc régional du Massif du Sud, qu'on appelle le Mont Saint-Maloire. Et c'est un projet quand même d'importance où il y a déjà une aide gouvernementale qui a été accordée. Et il y a eu des appels d'offres et finalement l'ouverture des soumissions s'est fait il y a quelques jours. Et il y a un entrepreneur qui est celui qui avait la plus basse soumission parmi les 9 qui avaient été présentés, qui finalement a vu sa soumission être rejetée à cause d'une signature. Ce qui fait que le projet, plutôt que de coûter au bas mot 625 000 $, va en coûter 788 000 $. Il va coûter plus cher? Il va coûter 160 000 $ plus cher à cause d'une signature manquante dans l'appel d'offres. Naturellement, on a rencontré l'entrepreneur en question qui dit, lui, qu'il était légitime dans sa soumission, qu'il avait rempli tous les documents, que la signature manquante était due possiblement à un manque de communication ou une erreur du côté de l'appel d'offres sur la plateforme où sont diffusés les appels d'offres, SEAO généralement. Alors il dit, moi j'étais légitime, il dit, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu. Puis il dit qu'il aurait aimé le faire parce que lui-même a un chalet tout près de l'endroit
où les travaux devaient se faire. Alors, il dit, pour moi, il dit, ça aurait été une fierté. Il dit, c'est pour ça que mon prix était si bas, parce que je voulais apposer ma signature sur ce projet-là, mais malheureusement, à cause Il a d'une oublié de signature. le signer. Qui paye? Pas faire de magie. Qui paye C'est le parc global? régional massif du Sud, mais avec une subvention généreuse du gouvernement du Québec. Alors, la subvention devra être plus généreuse. Tout simplement. Mais on a de l'argent. Oui, 51 milliards de déficit. Des travaux qui sont exécutés ou reportés après les élections de novembre 2025. On sait que ce sera les élections municipales dans plusieurs municipalités. C'est ça. Et il y a des municipalités, un peu partout, qui étudient des projets de regroupement. L'un de ces projets de regroupement-là, c'est la quête chemin avec la municipalité voisine de Saint-Luc-de-Bellechasse. Des travaux étaient déjà commencés. On pensait même pouvoir matérialiser une entente de service, à tout le moins, à court ou moyen terme, pour peut-être une éventuelle fusion des deux municipalités. Or, les deux municipalités, à leur plus récent conseil municipal, ont choisi de reporter tout ça après les élections de novembre. Il faut que ce soit entériné avec le nouveau conseil municipal? Éventuellement, et qu'on puisse justement peut-être avoir toutes les études, toute la documentation requise, toutes les permissions, entre guillemets, des ministères concernés également. Alors, on devra patienter. Je pense qu'on n'a pas fini, Eric, de voir des fusions dans notre côte du Sud, dans Bellechasse. Je veux dire l'Appalaches en général, puis à travers le Québec. Oui. Parce que on voit là, actuellement, il y a un projet avec Saint-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Denis-Dixworth. C'est trois municipalités quand même, c'est pas rien. Et ce qu'on dit, c'est que les travaux vont bon train. Il y a eu des consultations. La population qui semble être en accord avec ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en voir. Non, il y a possibilité de voir ça également du côté de Notre-Dame auxiliatrice de Botland et de Saint-Philémon, où il y a déjà une entente de partage de services administratifs, c'est-à-dire que c'est la même administration qui fait le travail pour les deux localités. Alors, est-ce que ça ira plus loin? Il y a déjà des municipalités qui partagent des services publics, par exemple, au niveau des travaux publics. Au niveau, on partage certaines ressources, peut-être administratives dans certains cas. On a vu des regroupements de services incendies en régie à certains endroits. Cap-Saint-Ignace. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes qui sont en train de se faire entre les municipalités. C'est ça. Mais le gouvernement aussi force un peu la main aux municipalités en offrant des incitatifs de regarder la faisabilité de ces choses-là. Quand on sait ce que ça coûte, on ne peut pas être en désaccord avec ça. On sait que ça coûte et ça devient de plus en plus cher et de plus en plus compliqué. Je me demande si c'est pas ça que le gouvernement veut aussi, de limiter les dépenses et de pouvoir fusionner certains services. Peut-être qu'on veut forcer la main aux municipalités en rendant ça tellement compliqué qu'ils vont probablement en venir à cette... On peut-tu faire simple? Oui, faisons ça compliqué pour être certain qu'ils se fusionnent. Maintenant, une Ukrainienne qui s'investit et qui investit. Et qui investit. C'est une dame originaire de l'Ukraine qui est arrivée au Québec il y a 3 ans. Elle s'est installée à Saint-Madeloire. C'est notre histoire dans notre édition de la semaine dernière que les gens pourront voir peut-être qu'ils l'ont déjà en main, peut-être qu'ils peuvent la trouver également sur nos différentes plateformes. Son nom est terminé, ma terminologie ou ma prononciation est peut-être pas adéquate, là. Lyudmila Mevcha s'est installée à Saint-Madeloire en mars 2023. C'est une avocate de formation dans son pays d'origine, sauf que naturellement, une fois ici au Québec, elle a dû faire beaucoup de choses pour s'intégrer, première des choses, apprendre le français, etc., etc. Puis là, elle semble devenir suffisamment à l'aise en français et confortable dans son nouveau milieu de vie qu'elle a décidé de devenir une entrepreneur. Elle se lance en affaires avec une petite boutique un café-boulangerie, appelons ça comme ça. Et ce sera à même les locaux d'une maison qu'on appelle de la Société du patrimoine à Saint-Madeloire, qui servira à plusieurs choses dorénavant, dont ce nouveau café-boulangerie. Et également, c'est le comptoir postal également de la municipalité qui est maintenant installé à cet endroit-là. Alors, c'est un endroit qui est en train de devenir multifonctionnel. Et puis, c'est une dame de l'Ukraine, originaire de l'Ukraine, qui va s'en occuper, tout simplement. Et elle était avocate en Ukraine. Exact.
Exact. Est-ce qu'elle sera un jour avocate au Québec? Ça risque d'être un peu compliqué, sachant tout ce que ça exige. Et une autre municipalité qui veut se porter acquéreur de son église. Une autre qui a un projet. Il y en a beaucoup. Oui, certaines peuvent être un peu réticentes en raison des implications que ça peut amener, sauf que la municipalité de Saint-Camille, qui est près de Saint-Just et de Saint-Magloire, justement, vraiment plus au sud, près de la frontière américaine, l'opportunité d'acquérir l'église pour cette municipalité-là semble être intéressante parce que au sous-sol de l'église loge la salle communautaire de la localité et la municipalité a aussi un projet de transformation de l'église en salle multifonctionnelle éventuellement, un peu à l'image de la Durantais, de Lac-Frontière, de Saint-Vallier, etc. C'est un projet qui pourrait éventuellement se réaliser en étapes, mais qui est encore à l'étape des plans et de vie et de la réflexion probablement aussi, mais pour ne pas peut-être laisser son église se détériorer davantage, la municipalité lance l'idée justement de l'acquérir tout simplement. OK. Ouais. Ça doit se faire? Ça devrait éventuellement se faire au cours des prochains mois. La réflexion, naturellement, est toujours en cours. Et puis... il faut toujours attendre la permission de l'évêché, je pense, la fabrique. Oui, la désacralisation. Ça implique beaucoup de monde. Il y a ça, mais aussi des projets d'envergure comme ceux-là doivent aussi passer par une consultation publique. Par le ministère aussi, oui. Oui, une consultation publique auprès de la population. Et il y a des permissions à aller chercher différents ministères et du diocèse aussi. En tout cas, autre chose que je pourrais te parler en terminant, Michel, c'est que, contrairement aux années passées, on voit que la population dans les MRC de Bellechasse et des Aides-Chemins augmente. On dit souvent que la ruralité peut éventuellement être victime de l'attrait des gens vers les grands centres, que les plus petites localités vivent une dévitalisation. La pandémie a peut-être amené ce phénomène-là que les gens recherchent les grands espaces. Et les gens en ville vont rechercher les grands espaces pour des raisons d'espace, de coût et peut-être de bien-être, tout simplement. Alors, si dans le passé, les municipalités plus au sud, et c'est vrai aussi pour Montmagny-Lillet, les municipalités plus au sud, il y avait une dévitalisation qui était évidente, il y a certaines localités qui, à tout le moins, maintiennent leur population actuelle et certaines vont chercher des citoyens additionnels. Et ça, pour le maintien des services de proximité, que ce soit une école, la petite épicerie, la station-service, le dépanneur, ces localités-là ont besoin, à tout le moins, de garder les populations qu'elles ont à l'heure actuelle. Donc, les écoles, il y a des règles pour les écoles. Ouais. Ça prend un minimum d'élèves. Minimum d'élèves. On a vu ça dans certaines municipalités au sud de Montmagny. À Saint-Marcel, je pense. Saint-Lucie-de-Beauregard. Saint-Lucie-de-Beauregard aussi. Il y en a d'autres, je pense, qui doivent s'assurer d'avoir le nombre requis pour à Saint-Philémon, on l'a vécu également il y a quelques années à peine. L'école a failli fermer. L'arrivée d'une nouvelle famille a permis de garder l'école ouverte. C'est une école à plusieurs niveaux, mais à tout le moins, l'école est toujours ouverte pour l'instant. Tout ce qu'on vient de jaser, tous les sujets dont on vient de jaser, et bien d'autres, bien sûr, se retrouvent dans le journal La Voix du Sud. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les sujets qu'Éric vient de nous parler, vous allez voir le journal de La Voix du Sud d'aujourd'hui. C'est ça. Format papier. Mais on l'a aussi. La version papier est disponible en version numérique sur notre site Internet et dans différents points de dépôt de Bellechasse-Etchemin également. Okay. Et le site Internet? lavoixdusud.com. C'est simple. Alors, Éric Gourde, journaliste, et Serge Lamontagne aussi, qui participe au texte avec Éric. Absolument. Alors, La Voix du Sud, le journal de la MRC des MRC Bellechasse-Etchemin. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Absolument. OK. Éric Gourde, qui est chef de contenu, journal La Voix du Sud. Donc, c'est une collaboration. C'est ma TV, journal La Voix du Sud. Voilà, ça complète.